Thanks for inviting me to present my topic of employee participation right during company restructuring in Canada, lessons learned from the capability for voice in the European Union and British law. First of all, I'd like to thank Professor Patrice Jalette. He's the one that introduced me to the idea of worker participation when I started my doctorate thesis in 2010. So I'm very grateful to him because the subject was extremely passionate for me. So recently I visited Japan. We all know, in fact, how brutal the restructuring processes are in Canada and North America as well. So recently I visited Japan for a conference, and I met some colleagues of the Tohoku University, lawyers in constitutional law and labor law. And seeing the love that exists between the Japanese people, I was interested to know how restructuring is carried out there. So I asked my colleagues, I said, you have such a great love, you're like family. How does it work in terms of restructuring? And they said, it's true, we treated our employees like family until the year 1991, when the crisis happened in Japan. And afterwards, they said was not the same. The employers did not care anymore to inform and consult employees during restructuring processes. So it seems like in time of crisis, employees really don't care. They go ahead with restructuring without taking at heart the interest of the employees. That should not be the case, because according to studies, many companies have regretted proceeding with restructuring without informing and consulting the employees, because later on they saw that they had to close their companies because the expert employees were gone. They let them go. The workforce remaining was not adequate for the production, and so on. So now I'm going to continue with my presentation in French, because my thesis was in French and I did not have time to translate most of it on my way to Montreal. I like to make my presentation in person because I'm still old-fashioned. COVID has changed nothing for me. I always go in person to present my conferences. So, comme vous savez, on assiste à un accroissement de restructuration autant au niveau national qu'international. À titre d'exemple, ici au Québec, on a eu 100 000 emplois perdus dans le secteur manufacturier entre les années 2004 et 2010. Il y a eu 3 380 événements de restructuration entre 2003 et 2010. Et maintenant encore, puis pendant la période de la COVID-19, je n'ai pas encore les données pour le Québec, mais à titre d'exemple, au niveau international, on a la compagnie Airbus, une multinationale européenne, sa production a baissé et est maintenue à 40%, et elle a procédé à des restructurations historiques, mettant fin à l'emploi procédant à des suppressions d'emplois à des milliers de ses employés, des milliers d'employés. Les restructurations sont des événements complexes. Ce n'est pas juste une seule décision pour procéder à une restructuration. La restructuration, premièrement, on a l'étape où on considère la décision de procéder à une restructuration ou pas. Et selon les chercheurs, c'est la meilleure étape pour informer et consulter les salariés pour qu'ils puissent vraiment agir à un moment stratégique de la décision concernant la restructuration. Comme ça, ils peuvent soit empêcher la restructuration ou modifier le résultat de la restructuration. Et c'est ça qu'on cherche pour les entreprises et pour les salariés. Je ne veux pas être mal compris que je fais un travail uniquement pour les salariés. En fait, je suis une avocate autant au niveau du droit du travail que des entreprises, mais la meilleure chose, c'est de trouver l'équilibre pour les deux, et que c'est bien pour les entreprises et pour les salariés qu'il y ait une certaine communication pour avoir de meilleurs résultats pour les restructurations. Deuxième étape est celle où la décision est prise pour procéder à une restructuration, mais il reste des questions sur la mise en œuvre. Encore là, c'est bien d'intervenir, mais la meilleure façon est d'intervenir dans la première étape. On a la troisième étape où la décision est prise pour effectuer une restructuration et la mise en œuvre, mais encore, il n'est pas exécuté. Et quatrième étape est la mise en œuvre de la restructuration. Et c'est justement à cette étape-là qu'on informe les salariés encore aujourd'hui, ou on ne les informe même pas à cette étape-là, on les informe lorsque les portes sont complètement fermées.
Comme j'ai dit tout à l'heure, les salariés doivent agir le plus tôt possible dans le processus de la restructuration. Alors, pourquoi j'étais intéressée à ce sujet-là? Parce qu'on prend un exemple typique, comment les restructurations sont faites au Québec. Alors, le 19 décembre 2014, vers 15h30, l'employeur Muller ferme les portes, informe les salariés le jour même qu'ils doivent quitter les lieux immédiatement. C'était fermé l'entreprise, pas d'emploi. Alors, ce qui est très important, c'est que la semaine précédente, le syndicat et l'employeur avaient signé le renouvellement de la convention collective. Pourquoi l'employeur a le droit de faire ça au Québec et au Canada, au niveau fédéral? J'ai étudié les provinces aussi, mais ça va faire le sujet d'une autre présentation peut-être l'année prochaine, là. Pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça justement parce que le cadre juridique actuel au niveau canadien et québécois est inadéquat, offre très, très peu de protection. Et s'il n'y a rien de prévu au niveau législatif, au niveau de l'information et de la consultation des salariés, il n'y a pas de droit législatif d'information et de consultation des salariés au niveau des restructurations, si rien n'est prévu dans la convention collective. Selon les recherches, très peu de conventions collectives au Québec et au Canada prévoient des droits d'information et de consultation, presque pas là, mais on va dire que très peu. On ne va jamais radicaliser. Alors, dans le milieu, qu'est-ce qui se passe au niveau syndical? Dans le milieu syndical, il y a juste 40% des salariés au Québec qui sont syndiqués et 60% donc ne bénéficient pas de la protection des conventions collectives. Donc, il n'y a rien. Ils n'ont pas de protection au niveau des restructurations. Qu'est-ce qu'on a au niveau légal? Mais on a la loi sur les normes du travail qui offre des protections extrêmement minimes dans des cas de licenciement collectif seulement et non de restructuration en général. Je parle toujours de restructuration de la phase de la décision concernant la restructuration. Je ne m'adresse pas uniquement au licenciement collectif qui est la décision finale, mais même là, on n'a presque rien. On a un avis de licenciement collectif, on les informe que dans quelques semaines, ils seront mis à la porte. On a un comité d'aide au reclassement qui sert seulement comme une agence de placement et le placement est 10%, 15% en moyenne. Au niveau canadien fédéral, on a travaillé un tout petit peu plus, mais rien encore. On a un avis de licenciement collectif de 16 semaines. On a un comité mixte de planification qui, contrairement au Québec, est obligatoire pour l'employeur. Et ce qui est important au niveau canadien, on a un devoir d'information en cas de changement technologique. Donc, alors, à cause de cela, je suis allée voir ailleurs dans le monde pour essayer d'apporter d'aider au niveau de l'amélioration du cadre canadien et québécois. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a les directives de 1975, 77, 1914, 2002 qui consacrent un droit aux salariés d'être informés et consultés au début lors des licenciements collectifs, par la suite un cadre contraignant lors de transfert d'entreprise. En 1994, d'être informés sur les questions les restructurations transnationales et ce qui est la plus importante qui peut nous aider, je pense, pour améliorer notre cadre juridique ici, c'est la directive de 2002 qui est une procédure d'information et de consultation régulière et permanente des salariés sur plusieurs questions de la vie économique de l'entreprise. Alors, comme État à étudier, j'ai choisi la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que les relations d'emploi en Grande-Bretagne sont semblables à celles de l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ici en Amérique du Nord l'interventionnisme de l'État, mais c'est la même chose avec la Grande-Bretagne. Ils préféraient le laisser-faire, donc les syndicats, les employeurs décident ensemble de les conditions de travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Les directives ont imposé à la Grande-Bretagne d'adopter des lois nationales pour justement reconnaître aux salariés un droit à l'information et à la consultation. Donc, ce qui est très important, c'est la loi ICE, Information and Consultation of Employees Regulation 2004, qui est un cadre général du droit à l'information et à la consultation des salariés lors de restructuration en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a mis en œuvre uniquement les exigences minimes des directives. Même si ces cadres ne sont pas adéquats et n'offrent pas les protections nécessaires aux salariés pour qu'il ait une influence réelle sur les décisions des employeurs concernant la restructuration, ils sont encore beaucoup plus avantageux, beaucoup plus avancés que les cadres que nous avons au Canada. Pourquoi? Parce que premièrement, ils reconnaissent une participation plus élargie aux salariés en matière de restructuration. Le degré d'implication des salariés européens et britanniques
est plus grande qu'ici chez nous. Et ces cadres juridiques offrent la possibilité d'être informés et consultés sur des restructurations entraînant des licenciements collectifs, même lorsque les conventions collectives ne prévoient rien. On a vu avant comment ça se passe au Canada. La convention collective a été renouvelée une semaine avant de procéder à une restructuration, mais voilà, en Europe et en Grande-Bretagne, ça ne se passe plus comme ça. Et aussi, il y a la possibilité de représentation collective, même lorsqu'il n'y a pas de syndicat reconnu en place. Ça permet aussi l'avancement d'un dialogue, mais avant de procéder à une restructuration de licenciement collectif, au moins les salariés et les employeurs se parlent, ce qui ne passe pas chez nous, là. Dans les cas où il y a des procédures d'information, les procédures sont utilisées de façon réelle, les salariés ont été en mesure même de modifier les résultats des restructurations de façon substantielle et aussi de modifier même la décision de l'employeur de procéder ou non à une restructuration. En 2004, on voit qu'il y a l'établissement de beaucoup de mécanismes d'information et de consultation dans les entreprises britanniques. Pour faire l'étude, parce que je vois qu'on ne peut pas adopter ici au Canada des cadres semblables aux directives ni aux lois britanniques. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'ils ne sont pas adéquats en soi, là. Les États ont fait tout le possible pour adopter des lois qui n'aident pas, qui ne donnent pas un droit réel aux salariés d'intervenir au moment stratégique et d'avoir un pouvoir de contrer le pouvoir de l'employeur en ce qui concerne la restructuration. Alors, j'ai utilisé l'approche par les capacités comme cadre théorique pour tirer des leçons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces lois, ces directives? Qu'est-ce qui manque dans ces directives et ces lois britanniques pour qu'ils soient meilleurs et pour améliorer notre cadre législatif canadien davantage par rapport aux directives européennes et lois britanniques. Alors, là, j'ai utilisé la capacité de s'exprimer, qui a 4 conditions qui aident les salariés pour passer du degré de l'implication à une influence directe sur les décisions des employeurs. Mais il y a la disponibilité de ressources politiques. On regarde d'abord si ces lois procurent aux salariés des ressources nécessaires pour créer des alliances stratégiques fortes pour contrer le pouvoir de l'employeur et agir dans des moments stratégiques pour faire sortir les idées des employeurs concernant les restructurations le plus tôt possible dans les processus de restructuration, de cette façon pour pouvoir faire des propositions qui valent vraiment la peine d'être prises en considération. Ensuite, je regarde les ressources cognitives. Mais est-ce que les représentants des salariés, est-ce que ces lois reconnaissent aux représentants des salariés les moyens pour se procurer de l'information nécessaire pour pouvoir faire des propositions? Est-ce que ces lois permettent à ces représentants de produire leurs propres informations? C'est-à-dire, est-ce qu'ils prévoient l'assistance des experts pour les informations complexes? On ne peut pas exiger des salariés des entreprises qu'ils connaissent tout, qu'ils comprennent l'information qu'ils vont recevoir. Par la suite, on regarde les droits et recours reconnus par des mesures législatives. Mais qu'est-ce que la loi met en disposition des salariés pour justement mettre en œuvre le droit d'information et de consultation? L'empressement est aussi l'empressement des employeurs et des actionnaires de les écouter. Ce n'est pas le désir des employeurs et des actionnaires de les écouter, mais c'est justement les contraintes législatives. Qu'est-ce qui fait qu'on va obliger les employeurs, les actionnaires d'écouter les salariés? Mais lorsque je regarde ici, là, au niveau, c'est sûr que les directives que j'ai mentionnées, les lois que j'ai mentionnées, les Britanniques que j'ai mentionnées, ne respectent pas les conditions de la capacité de s'exprimer. Ici, I'll only present the tip of the iceberg because my work was extremely extensive on the matter. I'm only explaining some variables that I was able to analyze, but I have published articles on the matter that you could see more precisely and in details. Why they don't respect la disponibilité de ressources politiques, etc. Mais juste pour les fins de notre discussion ici, mais les représentants des salariés, mais cette législation ne prévoit même pas qui sont les représentants des salariés, ni comment ils sont élus. Cela fait que les représentants des salariés, assez souvent, ne sont pas des membres syndicaux et ne sont même pas élus par les salariés en entièreté. C'est souvent l'employeur qui s'ingère et va élire des représentants des salariés pour les fins de l'information et de consultation. Aussi, le rôle pour les syndicats. Ces lois ne prévoient pas de rôle pour les syndicats, ni au niveau du choix des représentants des salariés, ni au niveau de l'application de la loi, de ces lois dans les entreprises.
ICE, par exemple, c'est une loi qui ne s'applique pas de façon automatique aux entreprises. Il faut que 10% ou 40% des salariés exigent l'application de ICE dans leur entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne à cause que ICE ne prévoit aucun rôle pour les syndicats, mais bien les syndicats n'étaient pas vraiment intéressés de demander l'application d'ICE dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est soit l'employeur qui a demandé l'application d'ICE dans l'entreprise par crainte que ce serait le syndicat ou les salariés qui le feraient. Comme ça, si c'est lui qui demande l'application d'ICE, c'est lui qui contrôle les procédures et qui voit les conventions qui consacrent le droit à l'information, donc il contrôle tout. C'est comme si ICE ne s'applique pas à l'entreprise. Ou c'est un petit pourcentage de salariés qui ont demandé l'application d'ICE, donc ça fait que ICE présentement s'applique à assez peu d'entreprises en Grande-Bretagne. Ou ça a permis à l'employeur de ne rien faire parce que les syndicats ne sont pas intéressés. Des fois, les employés ne savent même pas qu'ICE existe. Alors, l'employeur ne fait rien. On continue comme avant. La possibilité de participer à des moments stratégiques, mais ces lois ne précisent pas à quel moment doivent intervenir les salariés pour demander, pour exiger d'être informés et consultés. On a des directives qui disent qu'il faut informer à des moments utiles. On a des décisions qui disent ces procédures doivent avoir des effets utiles, mais c'est sûr que ça doit avoir des effets utiles, mais ça n'aide pas à préciser le moment précis. Et comme je dis, c'est bien de les informer dans la phase stratégique du développement de la décision. Ressources cognitives, ces lois ne prévoient même pas de formation. Ces gens, les représentants n'ont pas de formation syndicale. Donc, il ne s'agit pas d'une intervention réelle parce qu'ils ne comprennent même pas l'information s'ils n'ont pas la compétence, ils ne sont pas en mesure d'exiger l'information. Le contenu de l'information reçue est parcellaire parce que ces lois ne définissent pas l'information ou de façon très, très large. La capacité de salariés de produire leur propre information est minime parce que ces lois en général ne prévoient pas la présence d'experts. Les droits à recours reconnus par les mesures législatives, mais on reconnaît le droit à l'information, à la consultation. Ce qui est important pour la consultation, c'est que les compromis atteints n'ont pas de force obligatoire comme les conventions collectives et les consultations sont des procédures où vraiment les salariés ne sont pas en mesure ni de présenter leurs objections, ni d'être en mesure de forcer l'employeur de respecter de prendre en compte leurs objections. Mais les sanctions dans des études montrent que ces procédures sont respectées de façon plus effective dans les États où les sanctions sont plus fortes que dans les pays où les sanctions sont minimes. Mais l'empressement des employeurs, la négociation n'est ni incluse ni exclue. Cela fait que les salariés ont uniquement un mandat d'information et de consultation, pas de négociation. Donc, les employeurs vont de l'avant sans aucune obligation de procéder à négociation collective avec les salariés. Ça ferme ma discussion, donc ils n'ont pas aussi les prérogatives des employeurs sont laissées ouvertes, ils n'ont aucune obligation de respecter les compromis atteints avec les salariés. On a des exemples de réussite quand même, on a les active consultants au Royaume-Uni. Ce sont des employeurs qui ont respecté toutes les conditions de la capacité pour s'exprimer, ils ont eu des résultats, les salariés ont pu modifier les résultats de leur situation de façon substantielle ou même empêcher l'employeur de procéder à une restructuration. Et un exemple récent à cause de la COVID maintenant, Ryanair a eu des problèmes économiques, a effectué 260, mais au lieu d'effectuer des milliers comme Airbus, des milliers de licenciements, il a effectué uniquement 260 suppressions de postes. À cause qu'il a procédé à des procédures d'information et de consultation, les employés ont accepté une baisse de salaire de 20%. Donc, je vous remercie.